Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Faire cette présentation est pour moi un honneur et une opportunité unique. Je suis donc une représentante du monde industriel, comme a dit Georges Callas, que je remercie de son invitation. Et en fait, pendant à peu près une heure, trois quarts d'heure, une heure, je vais essayer de vous faire partager essentiellement une expérience, une conviction, des convictions et puis une certaine vision de l'industrie, forcément un petit peu à grands traits, compte tenu du format. Et je dirais, je m'en suis rendu compte en préparant cette présentation, des différents angles qu'il peut y avoir pour parler de ce secteur qui est passionnant. Alors, je ne redis pas ce que Georges a dit. J'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes, à la fois dans un groupe industriel minier-métallurgique, Eramet, français, et puis dans le cadre des organisations professionnelles, au Conseil économique, social et environnemental, et puis en animant aussi un comité stratégique de filière du Conseil national de l'industrie, qui est une instance en fait multi-acteurs, comme le CESE, mais qui a pour mission en fait, d'établir des bases de contrat avec les autorités publiques. On en reparlera. Autre point qui me paraissait essentiel à dire dès le début, là aussi je ne pourrais pas parler de tout, mais il est évident que je vous parle d'un secteur qui est à la fois national, européen et global, et qu'en fait il est à peu près impossible de penser ou d'agir dans une seule de ces dimensions. Elles sont toujours intimement liées. Voilà, alors en fait, mon intervention, c'est sur la durabilité de cette industrie. Alors je suis partie de ce petit croquis que tout le monde connaît, les 3 piliers du développement durable, 1992, un grand classique, l'économique, le social, l'environnemental. Mais c'est une évidence que le secteur des métaux non ferreux, tout ce qui est minier métallurgique, est parfaitement au cœur de ces 3 dimensions. Donc je vous propose qu'on commence par la partie économique. Ensuite, on parlera d'environnement et aussi de sociétal et de social vers la fin. Alors, bon, soyons clairs, je pense qu'il n'y a pas de durabilité sans pérennité économique. Après, on peut parler à l'infini des niveaux d'exigence, des relations avec les parties prenantes, etc. Mais déjà, si on veut qu'il y ait quelque chose qui dure, il faut qu'il y ait un business, il faut qu'il y ait la capacité d'entreprise à créer de la valeur, à exploiter au service d'autres industries. Donc nous sommes une industrie intrinsèquement mondialisée et l'intervention, le cours de Georges Callas avant moi l'a bien montré. On a un ancrage géographique des ressources primaires qui fait qu'on ne peut pas mettre cette industrie où on veut. La première partie, la partie amont de l'industrie, elle est là où sont les mines, elle est intrinsèquement localisée. Ensuite, le passage, je pense que vous l'avez déjà vu et vous le verrez au cours de cette chaire, de ces différents cours, le passage entre la matière première et le produit fini, c'est un ensemble d'étapes extrêmement complexes. La première transformation, la deuxième transformation, le produit fini, que ce soit votre téléphone, un évier, une voiture, un avion, etc. En fait, notre industrie sert les industries avales et notamment les industries avales stratégiques. Ça a été évoqué, la sidérurgie, la construction, l'aéronautique, le spatial, défense, transport, les énergies. Mettre un pluriel n'est pas une erreur, c'est les différents types d'énergie, la chimie, etc. Donc, ce qui caractérise ce contexte mondial actuellement, au début de ce siècle, c'est une demande croissante des pays émergents, avec en fait un ralentissement ces derniers mois qui impacte d'ailleurs fortement le secteur avec une chute des prix après quelques années plutôt fastes. Donc en ce moment, il y a un ralentissement de l'activité en Chine et dans les pays émergents qui impacte immédiatement le marché des matières premières. Et dans ce contexte, une concurrence exacerbée, d'autant plus que la période faste que nous venons de vivre a généré des investissements qui arrivent petit à petit sur le marché au moment où la demande s'affaisse et les cours s'affaissent. Donc on est plutôt en bas de cycle, on est une industrie cyclique, c'est assez connu. Pour l'Europe, et la France en particulier, il y a eu une prise de conscience que je daterai de moins d'une dizaine d'années de l'aspect stratégique de ces matières, de la criticité de ces métaux. J'ai entendu Georges Callas prononcer le mot, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et donc, cette prise de conscience a amené les pouvoirs publics à considérer qu'il fallait préserver les accès, sécuriser les approvisionnements, et puis aussi développer le recyclage, c'est-à-dire tirer le maximum, au bon sens du terme, de ces ressources naturelles, y compris en les recyclant.
Je n'aurai pas beaucoup de temps pour parler de recyclage, c'est un sujet en soi. Je voudrais simplement que vous reteniez que le recyclage ne peut pas se substituer à la ressource primaire. C'est-à-dire qu'il y aura forcément, même si on va au bout du meilleur du recyclage et qu'on arrive à le rentabiliser, il y a forcément un apport à un moment donné dans le cycle de la création de valeur de matières premières. Donc ce n'est pas demain que le recyclage, si jamais un jour ça arrive, moi j'y crois pas trop, mais pourrait tout remplacer. Par contre, il est indispensable de se positionner dans cette logique d'industrie et d'économie circulaire, et les métaux, avec toutes leurs caractéristiques de recyclabilité, le permettent. C'est peut-être d'ailleurs les matériaux qui le permettent le mieux. Et puis le dernier point important de toutes ces politiques, c'est de soutenir la pérennité et le développement des acteurs industriels européens et français. J'ai parlé de concurrence. Il faut faire très attention. Vous avez vu quelques cartes du monde qui montrent où sont les ressources, où sont les acteurs. Nos pays, la France, l'Europe, pourraient disparaître du jeu, ce qui ferait que les industries aval et vous tous, nous, les consommateurs, je pense qu'on n'y gagnerait pas parce que la concurrence serait altérée. Et quand vous avez des systèmes de monopole, c'est rarement un signe favorable en termes économiques et en termes de consommation. Alors, si on veut classer un petit peu cette question de la rareté des métaux ou des problèmes avec les métaux, rareté qui n'est pas seulement due, ou pas toujours due d'ailleurs, à ce qu'on trouve dans le sol, mais à tout le processus d'extraction et de transformation, on peut dire que globalement, l'industrie des métaux, elle sert deux grands types d'économies, la deuxième rejoignant la première. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'urbanisation des pays émergents. C'est les gros volumes actuels sur les métaux de base, construction des économies en développement, infrastructures, transport, bâtiments. 57 à 60% de l'acier va dans la construction, 20 à 30 millions de Chinois s'urbanisent chaque année, donc on a des idées, des ordres de grandeur. Et la révolution industrielle qui est en cours dans ces pays est un moteur formidable pour l'industrie des matières premières et des métaux. Et c'est un moteur qui, quand il ralentit, grippe immédiatement cette industrie. Deuxièmement, pour à la fois en fait, les pays développés, mais aussi les pays émergents qui parfois avancent beaucoup plus vite que tout ce que nous avons fait pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, il y a aussi le fait que ces produits, ces matières premières, servent au développement de ce qu'on appelle maintenant la mobilité et la croissance soutenable ou durable. Et donc nous servons aussi des énergies propres. Nous travaillons sur une efficacité énergétique accrue, on travaille sur des avions plus légers, sur des voitures plus légères, tout ça induisant moins de nuisances, des consommations de matières premières plus faibles, donc une meilleure durabilité, etc., etc. Donc on est à la fois au service du développement, je dirais, historique des économies, et là les pays émergents suivent les mêmes courbes que nous. Par exemple, dans l'histoire des économies, vous commencez par consommer de l'acier ordinaire au carbone, puis après vous vous mettez à l'inox. Donc il y a tout un historique qui est en train de se vivre dans les pays émergents, et puis en même temps, il y a tous ces nouveaux besoins qui font appel en général à des métaux très sophistiqués, des procédés plus sophistiqués, et ça aussi, nous sommes au service de ces nouveaux besoins avec des matériaux avancés et des technologies de pointe. Alors, bon, il y a des crises ou des craintes parfois de rupture d'approvisionnement. Des métaux, il y en a, mais le problème, c'est que les mines actuelles sont souvent en voie d'épuisement. Elles peuvent souffrir de la baisse des teneurs des minerais. C'est assez logique de comprendre que les industriels sont d'abord allés chercher ce qui était le plus facile à trouver, peut-être parce que c'était moins cher, c'était plus facile, c'est normal, c'est humain, mais maintenant, nous arrivons à une époque où les plus beaux gisements ont souvent déjà été exploités. Donc, les gisements accessibles, et je dirais que c'est vrai quels que soient les métaux, sont de plus en plus complexes. Ils sont isolés, éloignés, dans des pays difficiles. Et parfois, quand on a des débats, par exemple avec des ONG qui nous disent « mais pourquoi vous avez travaillé dans tel pays ?» ou peu importe lequel, il y en a beaucoup malheureusement, où le régime politique n'est pas très satisfaisant, la gouvernance, la démocratie, etc. Oui, le problème, c'est juste que la ressource est là. Donc on a le choix de ne pas y aller, on a le choix éventuellement de laisser des pays tiers peut-être moins exigeants sur un certain nombre de normes et de valeurs s'en occuper, ou celui d'essayer d'y aller et de travailler dans des contextes difficiles. C'est plutôt le choix que font des industriels responsables. C'est des pays aussi, Eramet connaît l'exemple par exemple d'un projet en Indonésie, c'est des pays où les infrastructures n'existent pas,
Donc quand vous avez un très très beau gisement de nickel dans une île qui s'appelle Halmahera et que vous envisagez de l'exploiter, ben, vous devez tout faire, c'est-à-dire un aéroport, des routes, un port, des villages, etc., etc., sachant que sur l'île actuellement, il n'y a pas le tout à l'égout. Donc vous avez des questions d'infrastructure qui rentrent de manière extrêmement importante dans les coûts de ces projets. Vous avez aussi la question des gisements polymétalliques. Alors c'est aussi très enthousiasmant pour les scientifiques et les ingénieurs, et il y a un fort potentiel économique, c'est-à-dire que ce que vous trouvez dans la Terre, c'est un gisement polymétallique, il faut que vous découvriez, que vous développiez des procédés pour accéder à tout ce que contient le gisement. Ça n'est plus d'un côté du nickel, de l'autre du cuivre, etc. C'est tout mélangé. Je vais vous donner un exemple des pyrochlores au Gabon. Les pyrochlores contiennent du niobium, du tantal, des terres rares, de l'uranium et du thorium. Bon, tout n'est pas exploitable de la même façon, mais là aussi, je vous donne l'exemple d'Eramet parce que je le connais bien, mais Eramet développe un procédé pour essayer de valoriser ce gisement à un coût acceptable, parce que nous sommes là, avec ces nouveaux procédés, notamment dits hydrométallurgiques, vraiment dans l'innovation et la R&D. Ce sont des procédés qui permettront de valoriser des matières qui étaient inaccessibles, qui ne sont pas consommateurs d'énergie, contrairement à la métallurgie traditionnelle, les hauts fourneaux, les fours électriques, etc., qui sont très consommateurs d'énergie, donc émetteurs de carbone et qui posent tout un tas de problèmes à la fois économiques et écologiques. Par contre, ce sont des technologies complexes, il y a d'autres types de risques à maîtriser, et si l'on est convaincu qu'à terme, l'exploitation de ces usines reviendra moins cher que les usines pyrométallurgiques, le ticket d'entrée est extrêmement élevé. Donc quand on est en période de haut de cycle, ou de développement de nos économies, qu'elles soient émergentes ou développées, c'est porteur. Quand on est en bas de cycle, tous ces projets ralentissent, voire perdront du temps. Ce qui est dommage du point de vue écologique, du point de vue de l'innovation, mais il y a tout le temps un équilibre entre le rêvé et le possible. Et puis, bon, vous avez un petit croquis sur les baisses de teneur, mais cette complexité que je vous décris d'accès au gisement et de développement de business rentable fait que les budgets d'investissement sont de plus en plus élevés. Alors, ce n'est pas toujours pareil suivant les métaux, mais globalement de plus en plus élevés. Et que, bon, il y a les fameux facteurs pi. Bon, c'est peut-être pas vrai, mais entre le coût que vous affichez au début pour un projet et son coût final, il y a souvent des surprises et des délais de construction et de ramp-up, comme on dit, de démarrage, qui sont plus élevés que ce qu'on avait imaginé. Donc, on est à la fois dans une période très enthousiasmante parce qu'il y a des transitions fortes et des contraintes économiques très lourdes qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, je pensais que c'était important de vous donner ces éléments. Il y a aussi un autre élément dont il faut tenir compte. Je vous ai dit que les mines sont là où elles sont, les matières premières sont là où elles sont, et il y a le développement de ce qu'on appelle le nationalisme minier. Alors, bon, j'ai mis une tendance contagieuse avec un point d'interrogation. Historiquement, il n'est pas faux, il est surtout très politiquement correct de dire que les pays miniers ont été exploités, les grandes multinationales, etc. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, les pays détenteurs de ressources sont de plus en plus conscients, extrêmement conscients, de la valeur des ressources qu'ils ont sur leur territoire, et qu'on peut même arriver maintenant à peut-être des excès inverses de la période d'avant, où il y a énormément d'exigences vis-à-vis des opérateurs, et tellement d'exigences que ça n'est plus vraiment possible. Donc autant, j'y reviendrai, il est extrêmement important d'être correctement ancré dans les pays hôtes et d'associer à la création de richesses, à la création de valeur, les populations locales, autant on a pu voir quelques exemples. Bon, je ne vais pas trop citer, mais il y a quelques extraits de presse, mais quelques exemples où vous avez maintenant des États qui non seulement demandent à l'opérateur, c'est normal de payer des redevances, des impôts, naturellement les emplois, etc., les infrastructures, etc. Et donc le débat n'est pas neutre de trouver la bonne frontière de jusqu'où un opérateur industriel est responsable du développement du pays dans lequel il est opérateur. Sachez aussi, ça ne vous surprendra pas, vous le savez sûrement d'ailleurs, que suivant les pays, les systèmes fiscaux, par exemple, sont extrêmement différents. Et vous pouvez avoir un pays où l'opérateur paye des sommes tout à fait convenables, je dirais, à l'État, qui ne redistribue rien dans la région où la mine et l'usine se situent. C'est comme ça, le système fiscal est comme ça. Donc là aussi, il y a des interpellations d'ONG qu'on peut comprendre
sur le thème « La richesse ne revient pas aux communautés, etc. » Pas faux, ça peut arriver. Mais après, vous avez aussi des questions de géopolitique et des questions je dirais, de souveraineté nationale des États qui font que ce n'est pas forcément l'opérateur minier qui peut tout faire. Donc vous voyez que dès qu'on parle d'accès à la ressource et d'opération, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc la dépendance vis-à-vis des monopoles dans les ressources minérales n'est pas souhaitable, je vous l'ai dit. Il faut développer des ressources pour diversifier les sources d'approvisionnement. Et puis, il y a des pays, on parle de la Chine, mais on peut parler aussi du Japon et de la Corée, qui ont parfaitement compris toutes ces problématiques de géopolitique vis-à-vis des ressources naturelles et qui mettent en place, JOGMEC ou CORES, ce sont des institutions qui soutiennent le développement économique des opérateurs coréens et japonais dans le monde pour qu'ils puissent accéder à des ressources. Alors, dans ce contexte-là, il y a, je les ai un petit peu cités au tout début de mon intervention, des réactions politiques à différents niveaux. Au niveau de l'Union européenne, en 2008, a été lancée l'initiative pour les matières premières. Un des objectifs de cette initiative, c'était justement d'identifier des métaux critiques et de voir comment l'Union européenne pouvait soutenir les opérateurs et l'accès à la ressource pour les industries aval européennes. En 2013, alors je ne peux pas tout vous dire, mais il y a beaucoup de choses, mais en 2013, ils ont lancé l'innovation européenne pour les matières premières, enfin, le partnership pour l'innovation européenne sur les matières premières. Et là, on parle de R&D, je vous en ai parlé un petit peu rapidement, je n'aurai pas le temps de vous en dire plus, mais il y a la volonté, effectivement, de soutenir le développement de procédés innovants, l'idée de faciliter le passage entre la bonne idée scientifique et son développement industriel effectif, ce qu'on appelle la Death Valley, c'est la vallée de la mort, et ça, c'est quelque chose où souvent les opérateurs industriels ont besoin de soutien économique transitoire jusqu'à ce que le nouveau procédé ou la nouvelle technologie puisse devenir autonome. Donc, il y a une forte implication française, notamment Eramet, là aussi, mais pas seulement, dans ce processus du European Partnership, parce qu'on pense que c'est très important, d'une part, de faire valoir nos intérêts au niveau européen. Donc, on a été présent dans tout un tas de comités, etc., pour expliquer ce dont on avait besoin, soit en tant que producteur, soit pour les industries aval, en tant qu'opérateurs et utilisateurs des ressources. Et maintenant, on est dans une phase où il va y avoir effectivement l'accès potentiel à des subventions, et donc il faut déposer des dossiers, monter des partenariats, etc. C'est assez consommateur de temps, mais ça vaut le coup. Au niveau français, dès 2011, à l'époque c'était Jean-Louis Borloo qui avait initié ça, lancement d'un comité qui s'appelle Comité pour les métaux stratégiques, avec des groupes de travail entre les pouvoirs publics et les industriels qui ont permis de poser sur la table un certain nombre de problématiques dont je vous parle aujourd'hui, de parler de dimension internationale, de parler d'accès à la ressource, de parler de besoins des utilisateurs aval, parler de recyclage, d'économie circulaire, etc. Et puis cette initiative a été reprise et peut-être élargie aussi dans le cadre du Conseil national de l'industrie. Le Conseil national de l'industrie est composé notamment de comités stratégiques de filière, il y en a dans tous les secteurs, l'aéronautique, l'automobile, le luxe, enfin bon voilà, toutes les grandes industries, il y a différentes industries. Et il a été créé un comité stratégique pour les industries extractives et de première transformation qui a signé en juin 2014 avec le ministre de l'Industrie un partenariat sur la base d'une démarche pluriacteur. Le comité stratégique de filière rassemble les acteurs publics, les acteurs privés, les syndicats par exemple, les industriels, les académiques, les pôles de compétitivité, etc., etc. Donc tous les acteurs de ce jeu. Dans le contrat de filière, dont je vais vous dire un mot, il y a des engagements réciproques. La filière, en fait, elle a élargi le périmètre au-delà des métaux, puisqu'il y a aussi les céramiques, le ciment, le béton, le verre, etc., les tuiles. Et on a organisé le contrat de filière autour de 5 axes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez la copie de ces slides, mais vous voyez qu'on retrouve toujours la même logique. De quoi a-t-on besoin? Qui est acteur? Comment stimuler l'investissement et l'innovation? Comment créer ce qu'on appelle des écosystèmes maintenant favorables au développement de l'industrie, etc. Et puis l'axe 5, je n'aurai pas le temps là aussi d'en dire beaucoup, mais c'est très important, c'est d'améliorer l'image de la filière et de renforcer son attractivité. Parce qu'il y a encore un peu, quand on fait des études d'opinion, des clichés sur le thème de Zola et de l'industrie traditionnelle. On est maintenant assez loin de tout ça, mais on a besoin de le faire savoir.
pour le faire savoir. On a aussi besoin d'argent, donc c'est plus facile, quand on est en période faste, de développer des opérations, je dirais, un peu séduction, etc. Bon, mais c'est un axe qui a été reconnu par les pouvoirs publics, et tout ça se traduit dans des actions opérationnelles. Comme je pilote ce comité stratégique de filière, je peux vous dire qu'on se réunit à peu près tous les 2-3 mois pour faire le point et qu'on reste exigeant vis-à-vis des pouvoirs publics qui le sont aussi à notre égard. Le but, c'est de bâtir la pérennité et le développement de nos industries. Alors, on va parler maintenant des parties prenantes et puis d'environnement et de social et de sociétal, parce que vous avez vu les aspects économiques. Comment est-ce qu'on fait tout ça maintenant, je dirais, de manière moderne et responsable et durable ? On est particulièrement concerné par tout ce qui est environnement, c'est une évidence, puisque nous sommes une industrie qui extrait, consomme, transforme des ressources naturelles, avec l'enjeu de l'après-mine, mais j'aurais pu aussi développer sur la manière d'appréhender la mine. On parle maintenant de mine responsable. Il y a des nouvelles technologies qui sont beaucoup moins intrusives. Vous n'êtes plus obligé de détruire des hectares pour avoir accès à un gisement et vérifier dans les phases amont son potentiel. Vous avez de la géophysique, vous avez des choses par hélicoptère, vous avez énormément de technologies. Je ne sais pas si vous les traitez dans la... Un petit peu. Bon, vous aurez peut-être l'occasion dans une autre présentation d'avoir des informations. Il y a un de mes collègues de Nouvelle-Calédonie qui vient dans quelques semaines, qui va vous parler de ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a énormément de choses qui ont changé. On ne peut pas nier pour autant que nous avons des procédés qui peuvent être polluants, en tout cas qui doivent être maîtrisés avec une identification des dangers et la maîtrise des risques, que ce soit les procédés pyrométallurgiques, donc à base d'énergie, ou les procédés hydrométallurgiques, qui sont en fait des procédés chimiques. Et puis, un dernier point qui est intéressant, et je voudrais en dire un mot peut-être un peu plus, c'est qu'on produit et on met sur le marché des matières premières plus ou moins transformées qui peuvent elles-mêmes être dangereuses dans certains cas. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple des sels de nickel et que vous leur faites subir un certain nombre de tests scientifiques sur leur toxicité pour la santé ou leur écotoxicité, ben, vous avez des résultats positifs. Vous avez certaines nuances, certaines spéciations qui sont cancérogènes, etc. Donc, il y a la nécessité de connaître maintenant de mieux en mieux la vérité scientifique sur les différents produits. Ça, c'est un fait. Ensuite, deuxièmement, l'important, c'est le passage du danger qui est intrinsèque au risque en passant par l'exposition, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un va être exposé à un moment du processus à ce danger. Et là, il y a risque, il faut l'identifier, il faut le maîtriser. Et on part naturellement des salariés, qui sont les premiers à risque si quelque chose doit se passer, pour aller vers les utilisateurs le long de la chaîne de valeur et l'utilisateur final. Vous comprenez facilement que si vous utilisez du nickel dans un alliage inox, et que c'est une poudre de nickel par inhalation qui est dangereuse, quand on est en forme solide, il n'y a plus de risque. Mais en même temps, il faut démontrer tout ça et le suivre. Et moi j'appelle ça une révolution culturelle. Il y a eu un changement considérable dans ces 10 dernières années sur ces thématiques-là, notamment grâce, je ne vous l'expliquerai pas, mais peut-être certains d'entre vous connaissent, grâce à REACH, qui a été une nouvelle politique européenne qui a obligé les producteurs de produits chimiques, dont les métaux, à présenter des analyses de danger et de maîtrise des risques avant la mise sur le marché des produits. Donc tout ça a développé une nouvelle responsabilité vis-à-vis de nos produits. On l'appelle la license to market. Le principe de REACH, c'est no data, no market. Alors je le dis en anglais parce que ça va plus vite, c'est facile à comprendre. C'est-à-dire que si vous ne déposez pas un dossier, soit qui prouve l'innocuité de votre produit, soit qui explique que vous avez connaissance de danger mais que vous saurez les maîtriser, no market. Vous n'aurez pas le droit de rester sur le marché. Donc c'est assez simple et assez carré. Et ça a créé des nouvelles relations avec les clients tout au long de la chaîne de valeur parce que jusqu'à présent, avant tout ça, les clients étaient intéressés, les quantités, les prix, les moments de la livraison, etc. Bref, toutes les conditions commerciales normales, classiques. Maintenant, le client s'intéresse aussi à avez-vous fait le dossier? Est-ce que le dossier que vous me transmettez montre que pendant la période où moi je vais transformer ou utiliser votre produit, il va se passer quelque chose, etc., etc. On a notamment créé sur le nickel ou sur le cobalt ce qu'on a appelé le club nickel ou le club cobalt au niveau européen avec les clients
pour partager ensemble et travailler ensemble sur ces thématiques-là. D'autant que sur ces sujets, la science n'est pas forcément immuable. C'est-à-dire que quelque chose qui est connu à un moment donné, après, on va encore aller plus loin, on va faire une étude de plus, on va vérifier quelque chose, on va essayer de faire la différence entre cette forme de nickel et cette forme-là, par exemple, ou d'autres métaux. Donc, je crois vraiment que ça, sur la base d'une exigence scientifique renforcée, ça fait partie de ces transformations du secteur des métaux. Alors, un autre point qui est très important dans le monde dans lequel on vit maintenant, c'est la différence entre la loi dure et la loi souple. Hard law, soft law, et l'évolution du référentiel dans lequel on exerce notre activité. Pour un opérateur minier ou industriel, ce qui paraît la base, c'est de respecter les lois du pays d'accueil dans lequel on travaille. Quand on travaille en France, par exemple, bon, il n'y a pratiquement pas de mines en France, mais il y a des usines de transformation. On est dans un pays qui a un haut niveau d'exigence réglementaire. On a des instances qui les contrôlent, etc., etc. Donc, je ne dis pas que c'est toujours 100% facile, mais c'est une évidence qu'on respecte la loi. Quand vous êtes dans des pays tiers, jusqu'à certaines époques récentes, c'était peut-être moins évident. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est deux choses. C'est qu'au niveau de l'Union européenne et des États membres, dont la France, on est clairement dans les pays qui ont les niveaux d'exigence réglementaires, législatifs les plus élevés. C'est très bien, il faut que certains montrent l'exemple. Nous, ce pourquoi on se bat aussi en tant qu'industriels, c'est de veiller à ce qu'il y ait une concurrence équitable. Cette concurrence équitable, elle doit être déjà entre les États membres, c'est-à-dire que les transpositions de directives soient aussi homogènes que possible, les applications de règlements soient bien faites de la même façon. Mine de rien, ça peut créer des distorsions de concurrence qui peuvent être graves pour un pays ou pour un autre, et donc pour les opérateurs de ce pays. Et puis, il doit y avoir aussi une concurrence équitable avec les pays hors de l'Union européenne. Et donc, vous pouvez imaginer que quand on fait de la défense des activités et qu'on va expliquer tout ça à un certain nombre d'autorités européennes ou nationales, c'est des débats très compliqués. Par exemple, sur les questions des gaz à effet de serre, il a été reconnu qu'une part significative de nos activités est dite dans le jargon européen à fuite de carbone. Ça veut dire simplement que si la pression réglementaire et les coûts associés, parce que le problème c'est les coûts associés, sont trop élevés, on risque des délocalisations. Ce n'est pas un chantage, c'est une réalité. Donc les autorités ayant admis ces principes, on a des dispositions spécifiques, au moins pendant une période de transition, qui peut permettre de développer des nouvelles technologies. Vous comprenez aussi que quand je vous dis ça, et que vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les bas de cycle, c'est-à-dire les périodes où on a du mal à changer les technologies parce que les nouvelles technologies sont plus chères, là, on a un petit problème parce qu'on peut se retrouver plus longtemps dans des situations qui sont moins favorables, mais qu'on ne peut pas faire autrement économiquement. Deuxième point important, donc il y a l'Union européenne et les États membres qui sont leaders, qui sont en avance, mais moi je constate, je travaille dans ce secteur depuis 12-13 ans, je constate qu'il y a un développement réglementaire fabuleux dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que les États se dotent de codes miniers, de codes de l'environnement, de règles, etc. Alors, tout le monde n'a pas la même infrastructure administrative pour surveiller l'application, mais je peux témoigner que c'est fait de plus en plus sérieusement partout. Donc, en fait, les lieux où il pourrait y avoir des activités n'importe comment ont tendance à diminuer, ce qui est, à mon avis, une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'un point de vue écologique et c'est une bonne nouvelle d'un point de vue économique, parce que ça peut rétablir la concurrence. De même que le fait que les salaires augmentent considérablement en Chine est une bonne nouvelle, parce qu'à terme, on peut espérer retrouver certains équilibres économiques ou en tout cas des disparités moins violentes. Alors ça, c'est ce que j'appelle la hard law, c'est la loi. C'est la loi, les réglementations, chacun son style, mais ça, c'est les références non discutables. Ce qui se développe aussi énormément, ce qui s'est développé ces dernières années, c'est ce que certains appellent la soft law, mais qui devient de plus en plus prégnante et de plus en plus importante, c'est des principes rigoureux édictés par exemple par les grands organismes financiers internationaux, notamment le groupe Banque mondiale, qui a édicté des critères de performance que je vais vous présenter un tout petit peu plus en détail, parce qu'ils me semblent intéressants, et puis qui sont par exemple la base, même préalable au financement, pour des grands projets. Vous avez un grand projet, vous êtes un opérateur français, par exemple ce projet dont je vous parlais en Indonésie, on va avoir besoin, si le projet va jusqu'au bout, de financements internationaux.
Nous ne sommes pas chinois, nous n'avons pas énormément de cash, nous allons avoir besoin d'emprunter. Et donc, on a décidé de se placer dans les standards de la Banque mondiale. Et vous allez voir, je vais les balayer un peu rapidement, mais vous allez voir que c'est très exigeant. Et les grandes banques internationales, par exemple BNP ou Société Générale ou d'autres, petit à petit aussi se dotent elles-mêmes de règles qu'elles respectent vis-à-vis de leurs clients en disant « ça c'est correct, je le finance, ça me pose un problème, je ne le financerai plus ». Donc, ce que je veux dire, c'est que le monde change et les niveaux d'exigence sont à la fois étatiques, régaliens, mais aussi issus de plus en plus d'acteurs privés. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que les banques savent parler aux entreprises. Hein, ça me paraît une source de changement extrêmement stimulante. Par contre, vous comprenez aussi en creux dans ce que je dis que si vous avez la capacité financière de développer des grands projets quelque part sans avoir besoin de faire appel à ces dispositifs, d'une certaine manière, vous pouvez vous évader de ces obligations. Et si vous êtes encore dans un pays qui est peu exigeant, là, vous avez encore des risques de développement d'activités un peu sauvages. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il me reste 20 minutes et il y a encore quelques points, mais il y a 8 critères de performance. Donc, vous allez voir, il y a 8 slides. Je vous montre juste quelques-uns pour que vous compreniez tout ce qu'il y a derrière ces mots et pour que ça soit concret. C'est pour ça que je rentre un peu dans le détail. Et après, je vous montrerai comment ça s'applique à un projet. Donc, évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux, c'est tout ce qui est les études d'impact complètes. Ça, c'est le critère numéro 1. À chaque fois, je vous signale qu'il y a eu une révision en 2012. Là aussi, vous regarderez en détail, si vous avez un peu de temps sur Internet. Mais vous verrez que les révisions intervenues en 2012 ont toutes approfondi, complexifié un petit peu les exigences. Et que nous, par exemple, en Indonésie, on avait fait toute la première série d'études sur la base des anciens critères et on adapte petit à petit pour être au niveau de 2012. Donc, l'évaluation et la gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux. Deuxième critère, tout ce qui touche à la main-d'œuvre et aux conditions de travail, vérifier que le projet et donc l'opérateur sera en ligne avec les conventions de l'ONU et de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, avec des conditions exigées pour les travailleurs, interdiction du travail des enfants, du travail forcé, égalité des chances, etc. Suivi, hygiène et sécurité, donc ça c'est tout un volet très important pour les salariés. Troisième série, lutte contre la pollution et utilisation responsable des ressources naturelles, préservation des ressources en eau, efficacité énergétique, élimination des déchets. Ça nous fait des dossiers de plusieurs centaines de pages quand on répond à tous ces critères. Préparation et réponse aux situations d'urgence, gaz à effet de serre. Et puis là, en 2012, ils ont rajouté des restrictions sur les pesticides. Enfin bon, petit à petit, ces référentiels, dont je répète qu'ils ne sont pas étatiques, deviennent de plus en plus prégnants et fondamentaux. Critère numéro 4, tout ce qui est l'hygiène, la sécurité et la sûreté des communautés. Donc, ces critères s'intéressent au projet lui-même et naturellement à l'interface entre le projet et l'environnement du projet. Être sans danger pour les communautés environnantes, les infrastructures, les équipements, les matières dangereuses, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Considérer les impacts potentiels et l'exposition aux maladies. Est-ce qu'on va développer des maladies d'origine hydrique ou des maladies contagieuses à l'occasion de ce projet? Avoir un plan pour la protection des personnes en situation d'urgence, en particulier lorsque les agences gouvernementales n'ont pas cette capacité. Donc en fait, les principes prévoient la manière dont l'opérateur devra pallier d'éventuelles insuffisances locales en termes de politique. Bon, en liaison avec les impacts sur les services, etc., effets aggravés par le changement climatique, 2012 a renforcé et accentué la notion de risque. Cinquième famille de critères, acquisition des terres et déplacements involontaires. Là, c'est effectivement des points qui sont très sensibles. Le projet doit présenter les alternatives, veiller à éviter ou minimiser les déplacements. Si vous devez déplacer une population à l'occasion du projet, il faut vraiment argumenter pour expliquer pourquoi et comment on arrive à cette décision et démontrer qu'il n'y a pas d'alternative. Il faut l'éviter, bien sûr. Recensement de la population ainsi que des terres et des biens impactés et un plan de réinstallation nécessaire. Sixième famille, la préservation de la biodiversité, gestion durable des ressources naturelles vivantes. Alors ça, je pense que vous savez tous que la question de la biodiversité est une des questions essentielles de notre planète. Et donc, il nous est demandé, dans le cadre des projets, des évaluations des impacts sur la biodive dans la zone d'influence du projet. C'est dans ces principes
que la notion d'habitat critique est définie. Qu'est-ce qu'un habitat critique? Qu'est-ce qui n'est pas grave? Qu'est-ce qui est très sensible? Qu'est-ce qui est moyennement? Ils exigent que les mesures d'atténuation soient conçues pour atteindre une perte nette nulle en biodiversité. Par rapport à la biodiversité, vous avez plusieurs niveaux. Soit vous ne touchez à rien, vous ne devez pas avoir de pertes, ou vous devez avoir des gains, ou vous devez compenser. Donc de plus en plus, en fait, la biodiversité évolue, et je trouve que c'est très intelligent, très intéressant, de l'identification d'espèces à l'étude des écosystèmes. Et donc, certes, il faut éviter que les projets portent atteinte à des espèces identifiées comme menacées ou rares, mais de plus en plus, on regarde aussi comment l'écosystème est modifié par l'intervention du projet et ce qu'il faut faire ou ce qui est fait pour rétablir un niveau de biodiversité au moins égal, voire meilleur qu'avant le projet. Donc, toute cette question des services écosystémiques qui fait l'objet de recherches, de travaux, est intégrée dans ces principes. 7e famille, les peuples autochtones. Alors ça, c'est dans la catégorie des populations impactées, une catégorie particulière qui est particulièrement sensible, obligation d'établir des consultations permanentes. Alors les peuples autochtones, il y a des définitions des peuples autochtones, et de leur accorder une attention spéciale. Et si un déplacement est nécessaire, des considérations particulières sont exigées, comme par exemple ce qu'on appelle le consentement libre, préalable et éclairé de la population en question, ce qui nous paraît parfaitement évident quand je vous le dis comme ça, mais qui peut s'avérer extrêmement compliqué. Si je prends toujours l'exemple de ce projet en Indonésie, il se trouve que dans ces îles, les Moluques du Nord, à Halmahera, il y a une petite population qui est d'ailleurs, je dirais, naturellement en voie d'extinction, qui s'appelle les Forest Tobelo. On ne sait pas très bien combien il reste d'individus, certains disent 70, d'autres disent 20 ou 30 individus. Et ces Forest Tobelo sont des gens qui, il y a, je crois, à peu près 150 ans, enfin au XIXe siècle, se sont cachés dans la forêt. Et ils n'ont quasiment aucune relation avec personne, ils ne parlent pas vraiment la même langue, et en plus, ils sont très mal vus des populations locales. Donc, établir le dialogue, les identifier, les trouver, établir un dialogue, recueillir un consentement libre, préalable et éclairé, c'est un véritable défi. Et comme c'est un sujet sur lequel certaines ONG sont particulièrement sensibles, c'est un point très sensible. Le truc incroyable, c'est qu'il est apparu qu'il y avait un ethnologue spécialisé dans les Forest Tobelo. Donc, quelqu'un qui a dédié sa vie à l'étude de ce peuple. Donc, on travaille avec ce spécialiste. Mais ce n'est pas pour autant évident d'établir un dialogue avec cette communauté. Bon, c'est un peu un cas particulier, mais c'est pour vous montrer que derrière les grands principes qui vous paraissent certainement évidents, il y a des réalités assez complexes. La révision de 2012 rajoute aussi, par exemple, les questions de revendication traditionnelle de terre, basées sur des droits coutumiers, dont nous devons tenir compte en tant qu'opérateurs, alors qu'éventuellement, mais c'est précisé, les législations locales n'en tiennent pas compte, ou même ont tranché autrement la question. Donc on se retrouve des fois entre des systèmes ancestraux et des réalités aujourd'hui qui peuvent être antagonistes. Et on doit s'en occuper. Et puis, dernier point, le chapitre 8, qui est sur l'héritage culturel, qui est là aussi le respect, le soutien de l'héritage culturel, toujours pareil, des communautés, du lieu d'implantation du projet, protection, études sur le terrain, documentation, etc. Vous comprenez bien à la lecture de tout ça que ça concerne plus certaines parties du globe que la Lozère ou les Hauts-de-Seine. Donc voilà, mais ce sont des critères qui sont de plus en plus importants. Et puis, dans l'héritage culturel, en 2012, par exemple, c'est le dernier point, ils ont rajouté la nécessité d'options de compensation. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des tombeaux qui sont sur le territoire d'une future mine. Comment est-ce que vous gérez? Est-ce que vous abandonnez l'idée d'intervenir exactement là? Bon, c'est la première chose à faire si c'est possible. Mais s'il se trouve que c'est là qu'est le potentiel minier, comment on fait? Est-ce qu'on peut trouver une solution ou est-ce qu'on renonce parce que c'est trop compliqué? Voilà, alors quand on a tous ces principes en tête et qu'on travaille à la mise en œuvre d'un projet, on travaille en faisant des études d'impact et des études de danger. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir des exigences qui soient proportionnelles aux enjeux du projet. Vous avez peut-être entendu dire qu'il y a en ce moment en France un projet de nouveau code minier ou de rénovation du code minier.
On a participé en tant qu'industriel à une commission de concertation qui était animée par un conseiller d'État avec toutes les parties prenantes, les ONG, les scientifiques, les pouvoirs publics, pour dire de quoi aurions-nous besoin. Il faut moderniser le code minier, la Constitution a changé, il y a maintenant des nouvelles exigences en matière d'environnement et de sociétal, comment les intégrer dans le code minier sans aller trop loin, parce qu'il y avait aussi des associations qui disaient qu'en gros, dès lors qu'un opérateur avait l'idée d'un projet, d'une prospection, il fallait quasiment pouvoir fournir l'intégrale de tout ce que je viens de vous décrire. Donc ça, ce n'est pas raisonnable. Donc il faut trouver une bonne proportionnalité et en fait un bon timing en disant à tel moment, voilà ce qu'on peut produire, voilà ce qu'il est légitime d'expliquer, voilà comment on peut débattre, et puis au fur et à mesure avancer. Sachant que je dirais qu'il y a dans ces dialogues avec les parties prenantes 90% de partenaires de bonne foi avec qui on peut dialoguer, et puis certains qui juste ne veulent pas de ce type d'activité. Donc avec cela, c'est toujours difficile parce que, en gros, l'idée c'est de bloquer. Ça existe. Ce n'est pas la majorité, mais ça existe. Alors là, je vous ai mis quelques illustrations concrètes. Bon, qu'est-ce qu'on commence à faire? Bon, ça, c'est effectivement notre... alors, attendez, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est Halmahera. C'est en Indonésie. Donc, on fait des études de caractérisation de l'état initial. Ça, c'est la base. On veut aller quelque part. C'était comment avant qu'on arrive? Ou c'est comment avant qu'on arrive? C'est comme ça, par exemple, que dans les études milieu humain, études socio-économiques d'Halmahera, on s'est rendu compte que les populations locales avaient un niveau d'éducation et un niveau sanitaire très inférieur à la moyenne de la population indonésienne. Donc, on partait quand même d'assez bas. On fait des études d'impact sur la santé des populations concernées. Il s'agit d'évaluer l'état de santé de ces populations quand on arrive, santé publique, maladies sexuellement transmissibles, cancer, etc. Il faut pouvoir prédire, évaluer les conséquences potentielles des différentes options du projet et faire des recommandations vis-à-vis des populations. Ce n'est pas l'absence de maladie, la santé, c'est le maintien d'un état de bien-être ou même le développement d'un état de bien-être par rapport à une situation qui était parfois très basique. Et ça comprend beaucoup de choses, la culture du pays, le sexe, le niveau de vie, la qualité de l'air, la pollution sonore, l'accès au travail, les centres médicaux, etc. Il y a énormément de... C'est des dimensions très, très importantes et très sensibles. On conduit aussi des études de danger et d'évaluation des risques industriels. C'est un tout petit peu différent de l'environnement. Il s'agit de préciser les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, d'abord les salariés, mais ensuite le voisinage, que la cause soit interne ou externe. Donc il y a des analyses de risques, c'est assez technique, avec des probabilités d'occurrence, des cinétiques et la gravité des accidents. On dessine des cercles de danger, etc. Et on doit vérifier que les impacts potentiels d'un accident, qui peut toujours arriver, seraient aussi limités et contenus que possible. Alors, toujours quelques illustrations pour faire rêver et voyager un petit peu et que ce soit plus concret. Ça se passe toujours en Indonésie. Donc, vous avez ici, par exemple, un accès par hélicoptère pour faire un sondage. Là, vous voyez le type de végétation dans lequel on est. Vous avez quelques exemples. Et puis, ici, vous avez un représentant des Forest Tobelo. Et on est assez fiers que ce soit un de nos ingénieurs, qui est un très bon photographe, qui ait fait cette photo parce qu'il avait réussi à établir un début de dialogue par rapport à ce que j'avais dit. Et puis, on est depuis 2006 dans cette zone et le projet n'a pas démarré et on n'a pas encore fait la décision finale d'investissement. Par contre, on a dépensé 600 millions de dollars à peu près. Alors, pas tout sur la zone, mais entre le procédé qu'on développe, les sondages, l'accompagnement, etc., on a mis en place tout ce qu'on appelle du local content, c'est-à-dire de l'accompagnement des populations, qu'il s'agisse de santé, d'éducation, etc., où l'on le finance, où on le soutient. Avec toujours ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas outrepasser notre rôle et à ne pas nous substituer au système local. Donc il faut trouver les bonnes voies et les bonnes gouvernances. En fait, quand on regarde un projet, on se place maintenant dans cette cinétique qui va de la préparation, identification, faisabilité, avant-projet sommaire et détaillé, avec par exemple la mise en place de pépinières pour vérifier ce qui va se passer du point de vue de la biodiversité par rapport aux zones
d'exploitation minière, donc on fait des tests, et puis on réensemence au fur et à mesure pour ramener autant que possible une biodiversité et des écosystèmes similaires à ce qu'il y avait avant. Bon, le travail avec les communautés. Ensuite, quand on est rentré en phase de réalisation du projet, c'est bien gentil d'avoir fait des études et des hypothèses, mais il faut transformer tout ça en prescription pour l'ingénierie, puis en prescription pour tous les gens qui vont être les contributeurs, les opérateurs, que ce soit internes ou externes, la construction de l'usine, etc., etc. Donc l'exécution, l'ingénierie de détail, le démarrage, la mise en production. Là, il faut vraiment mettre en place des systèmes de gestion et de surveillance, vérifier comment ça se passe. Et puis ensuite, la clôture, où au fur et à mesure de l'exploitation des différentes phases, comment est-ce qu'on va réhabiliter, restaurer, ensuite démanteler, pour, à la fin du processus, rendre, même si c'est 20 ans, 30 ans, 50 ans après, rendre une nature qui ne sera pas exactement la même, mais qui sera aussi proche que possible de ce qu'il y avait avant. Alors, réussir un projet, vous le voyez, c'est compliqué, et je me pose la question de jusqu'où ne pas aller trop loin, c'est-à-dire que le respect des standards les plus exigeants ne garantit pas l'acceptabilité des projets. Il y a tout l'enjeu, je vous en ai parlé au fil de la présentation, de l'insertion dans le milieu local, associer les communautés, associer les pays, associer les États à la création de valeur, c'est fondamental. Il y a plusieurs moyens. L'actionnariat, ça je ne vous en avais pas encore parlé, c'est important. Chez Eramet, c'est quelque chose auquel on tient et qu'on fait à peu près partout, c'est d'avoir des actionnaires minoritaires mais puissants représentant le pays hôte. C'est le cas en Calédonie, c'est le cas au Gabon, c'est le cas au Sénégal, pour avoir des partenaires locaux qui soient associés à la réussite du projet et à la réussite de l'activité. Les emplois, c'est une évidence. La fiscalité, je ne vais pas y revenir, je vous en ai parlé, avec toute la complexité de ces systèmes de fiscalité, et le local content, je vous en ai parlé un petit peu. Et donc, il y a en fait deux risques à gérer, deux excès à éviter. Bon, les associations hostiles, les limites du dialogue. Les limites du dialogue, on l'a vu par exemple en Indonésie, on a toujours d'ailleurs des systèmes de réunion avec les populations et les ONG. Il y a 2 ONG qui refusent de participer. Voilà, ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils ne viennent jamais. Ils ne viennent jamais et ils ont un site internet où ils nous traitent de tous les noms, ils font des tracts en disant qu'on est des monstres. Bon, voilà, c'est une posture politique. Simplement, ils ont le droit d'être comme ça, mais on a le droit de dire qu'ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas le jeu du débat et du dialogue. Ils ne veulent pas d'activité minière. Voilà. Et puis, il y a ce problème des exigences des pays hôtes et du bon équilibre et de la non-substitution aux responsabilités des États ou des autorités qui les représentent. Alors, j'ai encore 3 slides. J'ai encore 5 minutes, oui. J'ai encore 3-4 slides pour vous dire qu'en fait, petit à petit, ces dernières années, on est passé, s'agissant des entreprises, du développement durable, les 3 piliers, à la responsabilité sociétale des entreprises, qui est en fait la manière dont le développement durable s'inscrit et s'implémente dans les entreprises. Alors on a maintenant des nouveaux jolis croquis de référence. Celui-là est assez connu et on le retrouve facilement. En fait, il met au centre de la problématique ce qu'on appelle la gouvernance et le dialogue avec les parties prenantes. Et ensuite, vous retrouvez les pétales de la marguerite, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, bien sûr, la loyauté des pratiques, ça c'est très important, les questions relatives aux consommateurs. Alors nous, on est une industrie amont, donc ça ne nous concerne pas directement, mais il peut y avoir des questions des consommateurs en aval sur les produits qu'on fournit. Et puis, communauté et développement local, on en a parlé. Donc, les 7 questions centrales de la RSE sur la gouvernance, finalement, qu'est-ce que c'est la gouvernance? C'est des nouvelles thématiques qui, petit à petit, deviennent pas seulement émergentes, mais extrêmement importantes, sur la redevabilité. Il y a des débats sur la redevabilité. Finalement, qui doit quoi à qui? C'est-à-dire, il y a il y a le pays qui possède les ressources, il y a l'opérateur, il y a l'État, il y a les communautés. Comment tout ça se joue? Quel équilibre? Deuxièmement, la transparence. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, les comportements éthiques. Il y a beaucoup de débats, vous devez en entendre parler, le voir à la télévision, dans la presse, sur Internet aussi beaucoup, sur la transparence, sur le respect, la non-corruption, etc. Il y a de plus en plus d'engagement de toutes les entreprises. Eramet vient de se doter d'une charte éthique renforcée, et ce n'est pas seulement pour le plaisir d'écrire du papier, etc. La reconnaissance des intérêts des parties prenantes, tout en sachant que c'est parfois difficile à mettre en œuvre. Le respect du principe de l'égalité, ça je pense que c'est quelque chose qui est
plus facilement acquis, la prise en compte des normes internationales de comportement, le respect des droits de l'homme. Donc on retrouve des choses que je vous ai décrites dans les 8 principes de la Banque mondiale, de la SFI, mais en même temps, c'est un petit peu sous un angle différent. Et donc, avant de conclure, j'ai rassemblé sur une page quelques interrogations. Il y a des nouveaux champs, on aurait pu presque dire des chantiers pour aujourd'hui et pour demain. Tous ces principes de RSE sont légitimes. Et j'anime la commission RSE du MEDEF, donc j'ai la chance de travailler avec un peu toutes les entreprises représentées au MEDEF, ce qui fait beaucoup de monde, dans l'industrie et dans les services, et de débattre avec tout le monde de ce que ça veut dire la RSE pour nous. Nous sommes tous favorables au développement de la RSE, à condition qu'on s'assure de règles du jeu comparables pour tous les acteurs. On parle de reporting extra-financier. Nous sommes d'accord, nous le faisons de plus en plus. Mais par exemple, il y a des débats pour dire faut-il passer de la RSE, entreprise, à la RSO, organisation. Organisation, ça peut être les syndicats, les ONG. Est-ce qu'ils sont aussi transparents que ceux qu'ils nous demandent d'être? Donc là aussi, réciprocité, attente, etc. Reporting extra-financier, on y est favorable, on le fait. Maintenant, quand certains demandent que le reporting soit fait quasiment site par site, projet par projet, filiale par filiale, il faut faire la différence entre ce qu'il est intelligent de demander et peut-être ce qui peut être un peu trop coûteux, un peu trop compliqué, sans véritable bénéfice. Donc il y a des débats là-dessus. La transparence des paiements. Il y a une nouvelle directive qui vient d'être transposée sur la transparence pour les industries extractives. J'ai été interviewé par un journaliste, il me dit « Est-ce que ça pose un problème à Eramet ?» Je dis sur le principe non, puisque déjà, on donne pas mal d'informations et on avait adhéré à une initiative volontaire qui a été créée par des États et des entreprises, qui s'appelle l'ITIE, et qui était dans cette démarche. Maintenant, on attend un décret d'application. Où est-ce que ça va aller? Le diable est souvent dans les détails. Est-ce que ça ne va pas être trop exigeant? Comment on fait? Sur les principes, OK. Les achats responsables, oui, c'est une excellente idée. Nous sommes d'accord pour dire, à partir du moment où une entreprise fait l'effort d'acheter, d'avoir des sous-traitants responsables qui respectent ces règles, etc., c'est favorable. Puis vous avez aussi des fois des purs et durs de la concurrence qui disent « Ah bah oui, mais concurrence déloyale, pourquoi faut-il ces critères ?» Donc comment faire cohabiter tout ça? Comment faire évoluer petit à petit les comportements de tout le monde? Deuxième point, moi je suis favorable, et mon expérience au CESE depuis 4 ans et demi me le démontre toutes les semaines, je suis favorable au dialogue, à l'écoute avec l'ensemble des parties prenantes, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, avec qui on peut parfois élever un peu le ton, mais en tout cas, on s'écoute et on apprend à se connaître. Je pense qu'on ne peut pas tout réglementer, qu'il ne faut pas tout transformer en texte réglementaire. Par exemple, le devoir de vigilance, c'est-à-dire l'obligation que les sociétés mères doivent avoir vis-à-vis de leurs filiales à l'étranger, c'est quelque chose de légitime. Vous avez peut-être en tête le drame du Rana Plaza, cet accident qu'il y avait eu au Bangladesh, où un immeuble s'est écroulé sur des couturières. Bon, ça, c'est absolument scandaleux. Est-ce que ça doit se traiter par une loi? Est-ce que ça doit se traiter par un organisme qui est mis en place par l'OCDE, qui a d'ailleurs fait des recommandations? On est dans la loi soft, mais en même temps, ça a un vrai point international. Voilà, c'est tous ces débats qui agitent le monde de la RSE et les entreprises. Et puis, toujours avoir en tête quand même, je vous l'ai déjà dit à travers certains exemples, qu'il faut adapter les exigences au contexte, principe de proportionnalité, ne pas exagérer, principe de subsidiarité, qui doit faire quoi, ne pas demander la même chose à tous les niveaux, c'est excessif. Et puis, s'appuyer sur les bonnes pratiques et les initiatives volontaires. Dans le monde des entreprises, comme dans tous les mondes, je pense, il y a beaucoup plus d'honnêtes gens que de gens pervers et malhonnêtes. Donc, il y a des bonnes pratiques, il y a des initiatives, il faut les valoriser et pas toujours être dans un mode éventuellement répressif ou contraignant. Voilà, donc, en guise de conclusion, j'espère vous avoir fait sentir qu'il s'agit d'une industrie vivante, créative, moderne, adaptable, qui est ancrée dans les défis de notre époque. Ne pas vous avoir caché qu'il y a un risque d'appauvrissement de cette industrie. Je constate en tant que présidente de fédération que j'ai perdu certains membres. Il y a des usines qui ont fermé, ce n'est pas des baratins, c'est vrai. Ils viennent me voir aussi en disant on pourrait peut-être revoir les cotisations parce que là, l'année est difficile. Donc, il y a un vrai enjeu économique si on veut toujours exister dans ce débat sur les matières premières qui, lui, continuera au pire sans nous. Et puis, je pense la nécessité de nous faire connaître, et je remercie une fois de plus le Collège de France. Donc, merci de votre attention.